Avant que le monde ne retienne le nom de Staline comme celui d'un dictateur aux mains tachées de sang, il était possible de croire qu'un séminariste géorgien timide, marqué par la pauvreté et la violence paternelle, ne deviendrait jamais l'architecte d'un système qui broierait des millions de vies. Tous étaient persuadés que les révolutions se faisaient au grand jour, dans la ferveur des barricades et l'éclat des discours. Mais l'histoire de cet homme prouva que le pouvoir absolu se conquiert souvent dans l'ombre, par la patience, la manipulation et l'élimination méthodique de tous les rivaux. Comment un enfant battu de Gori, ville poussiéreuse du Caucase, devint-il le maître incontesté d'un sixième des terres émergées? Pourquoi des millions d'hommes et de femmes, instruits et cultivés, acceptèrent-ils de suivre un régime qui les affamait, les déportait et les fusillait? Quelle mécanique psychologique permit à un seul individu de transformer la peur en instrument de gouvernement? Qu'est-ce qui, dans l'âme humaine, rend possible la soumission totale à une volonté qui nie jusqu'à l'existence même de la vérité? Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle d'une époque où l'utopie se mua en cauchemar, où l'idéal communiste d'égalité engendra la plus implacable des hiérarchies, et où le projet de libération de l'humanité produisit l'une des plus vastes machines de répression jamais conçues. Lorsque Joseph Vissarionovitch Djougachvili vit le jour le 21 décembre 1878 dans la petite ville de Gori, province de Tiflis, au sein de l'Empire russe, personne n'aurait pu imaginer la trajectoire qui l'attendait. Son père, Vissarion, cordonnier alcoolique et violent, incarnait la misère prolétarienne du Caucase tsariste. Sa mère, Ekaterina Geladze, blanchisseuse pieuse et têtue, rêvait pour son fils unique d'une vie consacrée à Dieu. L'enfance de Soso, diminutif affectueux que lui donnaient les siens, se déroula dans la brutalité quotidienne des coups paternels et la tendresse étouffante d'une mère qui voyait en lui un futur prêtre. Les ruelles étroites de Gori, bordées de maisons basses aux toits de tuiles rouges, sentaient le cuir tanné, le pain chaud et l'urine des chevaux. Les enfants couraient pieds nus sur les pavés inégaux, jouaient à la guerre entre Géorgiens et Perses, se battaient pour des territoires imaginaires dans les cours poussiéreuses où séchait le linge. La violence n'était pas une exception, mais la norme, imprégnant les relations familiales, les jeux d'enfants, les règlements de compte entre voisins. Le jeune Soso développa très tôt une résistance physique remarquable, malgré sa petite taille et son bras gauche légèrement atrophié, séquelle probable d'une infection mal soignée ou d'un accident de calèche. Il apprit à lire et à chanter à l'école paroissiale, où sa voix de soprano fit l'admiration des prêtres. La musique liturgique géorgienne, aux harmonies profondes et mélancoliques, emplissait les églises enfumées par l'encens, créant une atmosphère de mystère sacré qui fascinait l'enfant. En 1888, grâce aux efforts acharnés de sa mère et à une bourse d'études, il entra au séminaire théologique de Tiflis, institution prestigieuse où se formaient les futurs cadres de l'Église orthodoxe en Géorgie. Les couloirs voûtés du séminaire, froids et humides même en été, résonnaient du chant des psaumes et du bruit des pas sur la pierre. Les séminaristes portaient de longues soutanes noires, dormaient dans des dortoirs surveillés, étudiaient le grec ancien, le slavon, la théologie, les textes patristiques. Mais derrière cette façade de piété, circulaient clandestinement les œuvres interdites de Darwin, de Marx, de Plekhanov, les journaux révolutionnaires, les brochures appelant au renversement du tsarisme. La Russie de la fin du XIXe siècle vivait sous le règne autocratique d'Alexandre III puis de Nicolas II, empereurs convaincus de leur droit divin à régner sur 150 millions de sujets dispersés sur 11 fuseaux horaires. L'immense empire s'étendait des frontières polonaises aux côtes du Pacifique, englobant des dizaines de peuples aux langues, religions et traditions différentes. La majorité de la population russe demeurait paysanne, attachée à la terre par des liens quasi féodaux,
malgré l'abolition du servage en 1861. Les moujiks cultivaient le blé, le seigle, l'orge, avec des méthodes ancestrales. Vivaient dans des isbas de bois aux fenêtres minuscules, se chauffaient avec des poêles en faïence, se nourrissaient de pain noir, de soupe aux choux, de gruaux d'avoine. L'industrialisation timide du pays créait une nouvelle classe ouvrière concentrée dans les grandes villes, Saint-Pétersbourg, Moscou, Odessa, où les usines textiles, métallurgiques et sidérurgiques employaient des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants dans des conditions épouvantables. Les journées de travail duraient 14 à 16 heures. Les salaires suffisaient à peine à ne pas mourir de faim. Les accidents mutilaient les corps sans que les patrons n'indemnisent les victimes. C'est dans ce contexte que les idées révolutionnaires trouvèrent un terreau fertile parmi les intellectuels, les étudiants et une fraction de la classe ouvrière. Le marxisme, importé d'Europe occidentale, promettait l'abolition de la propriété privée des moyens de production, l'émancipation du prolétariat, la construction d'une société sans classe. Les premiers cercles marxistes russes se formèrent dans la clandestinité, réunissant des hommes et des femmes prêts à risquer la prison, l'exil en Sibérie ou la potence pour diffuser la bonne nouvelle de la révolution future. Au séminaire de Tiflis, le jeune Djougachvili découvrit ces textes interdits avec l'avidité d'un esprit qui cherchait des réponses aux questions que la théologie orthodoxe laissait sans solution. Pourquoi la souffrance des innocents ? Pourquoi l'injustice triomphait-elle ? Pourquoi les riches accumulaient-ils des fortunes pendant que les pauvres crevaient de faim ? Le marxisme lui fournit une explication matérialiste, rationnelle, scientifique en apparence, qui rejetait Dieu comme une illusion consolatrice et plaçait l'espoir du salut non dans l'au-delà, mais dans la transformation révolutionnaire de la société terrestre. En 1899, Djougachvili fut expulsé du séminaire, officiellement pour absence aux examens, officieusement pour activité subversive. Il avait 20 ans, pas de métier, pas de fortune, mais une détermination froide et une foi nouvelle dans le matérialisme dialectique. Il plongea dans la vie clandestine, devint organisateur du Parti ouvrier social-démocrate de Russie en Géorgie, participait à des réunions secrètes dans des caves humides où la fumée de tabac piquait les yeux, distribuait des tracts imprimés sur du papier grisâtre, organisait des grèves dans les ateliers ferroviaires de Tiflis. La police tsariste le surveillait, l'arrêtait, le relâchait, l'arrêtait de nouveau. Il adopta plusieurs pseudonymes. Koba d'abord, en hommage à un héros romantique géorgien. Puis Staline, l'homme d'acier, nom qui devait symboliser la dureté, l'inflexibilité, la résistance absolue face à l'ennemi. Les années entre 1900 et 1917 furent pour lui une succession d'arrestations, d'exil en Sibérie, d'évasions, de retours clandestins, d'activités souterraines. Il apprit la patience, la méfiance, l'art de survivre dans un milieu où la trahison pouvait venir de n'importe qui, où la moindre imprudence se payait par des années de déportation dans les étendues glacées de la Sibérie orientale. Le mouvement révolutionnaire russe se divisait alors en plusieurs tendances antagonistes. Les socialistes révolutionnaires, héritiers des populistes, privilégiaient le terrorisme individuel et croyaient en la spécificité de la voie russe vers le socialisme par la commune paysanne. Les sociodémocrates, disciples de Marx, se scindèrent en 1903 entre bolcheviks et mencheviks. Les mencheviks, modérés, pensaient que la Russie devait d'abord connaître une révolution bourgeoise avant d'envisager le socialisme. Les bolcheviks, dirigés par Lénine, affirmaient au contraire que le prolétariat pouvait prendre le pouvoir immédiatement en s'alliant aux paysans pauvres et en instaurant la dictature du prolétariat. Staline rejoignit sans hésitation le camp bolchevique,
séduit par la radicalité de Lénine, par sa certitude absolue dans la justesse de la ligne révolutionnaire, par son organisation centralisée, disciplinée, presque militaire du parti. Il se spécialisa dans les tâches pratiques, les levées de fonds par attaque de banque ou enlèvement, activités qualifiées d'expropriation révolutionnaire qui remplissaient les caisses du parti mais choquaient certains bolcheviks plus légalistes. L'année 1905 marqua un tournant dans l'histoire de la Russie. Le 9 janvier, dimanche sanglant, les troupes impériales tirèrent sur une manifestation pacifique de travailleurs venus présenter une pétition au tsar devant le palais d'hiver à Saint-Pétersbourg. Des centaines de morts s'effondrèrent dans la neige rougie de sang. L'onde de choc se propagea à travers tout l'Empire. Des grèves éclatèrent dans les usines, des mutineries dans l'armée et la marine, dont la célèbre révolte du cuirassé Potemkin. Des soviets, conseils d'ouvriers, se formèrent spontanément pour organiser la résistance. Le régime chancela, mais ne tomba pas. Nicolas II promit une constitution, un parlement appelé Douma, des libertés civiles limitées. Puis, une fois le danger passé, la répression s'abattit avec une violence redoublée. Des milliers de révolutionnaires furent pendus, fusillés, déportés. Staline participa activement aux événements de 1905 en Géorgie, organisant des manifestations, des expropriations, des actes de sabotage, se forgeant une réputation de dur, d'homme prêt à tout pour la cause. Les années suivantes, de 1907 à 1917, furent des années de reflux révolutionnaire. Le mouvement ouvrier était brisé, décapité, démoralisé. De nombreux révolutionnaires s'exilèrent en Europe occidentale, où ils menaient des débats théoriques interminables dans les cafés de Zurich, de Paris, de Londres. Staline, lui, resta majoritairement en Russie, arrêté et déporté à plusieurs reprises. Son dernier exil, à Koureïka, village perdu au-delà du cercle polaire arctique, dura de 1913 à 1917. L'isolement, le froid mortel, l'obscurité permanente de l'hiver polaire, la monotonie infinie des jours, tout cela forgeait les caractères ou les brisait. Staline survécut, pêchant, chassant, lisant, écrivant occasionnellement, développant cette capacité à endurer qui deviendrait l'une de ses caractéristiques principales. Il apprenait aussi, observait, réfléchissait aux mécanismes du pouvoir, aux faiblesses humaines, aux moyens de manipuler et de dominer. La Première Guerre mondiale éclata en 1914, plongeant l'Europe dans un bain de sang sans précédent. La Russie entra en guerre aux côtés de la France et du Royaume-Uni contre les empires centraux, Allemagne et Autriche-Hongrie. Les premières offensives russes furent des catastrophes. Des armées entières furent encerclées et détruites à Tannenberg, au lac Mazur. Le commandement était incompétent, la logistique défaillante, l'armement souvent obsolète. Les soldats russes, paysans arrachés à leur village, marchaient vers le front dans leurs capotes grises, leurs bottes de feutre, portant des fusils dont certains dataient du XIXe siècle. Beaucoup n'avaient même pas d'armes et devaient attendre qu'un camarade tombe pour récupérer la sienne. Les offensives se brisaient sur les mitrailleuses allemandes, les tranchées se remplissaient de boue, de rats, de cadavres qui pourrissaient entre les lignes. L'arrière n'allait pas mieux. L'économie russe, insuffisamment industrialisée, ne pouvait soutenir l'effort de guerre. Les pénuries se multipliaient, le pain manquait dans les villes, le charbon pour se chauffer devenait rare, l'inflation galopait, les salaires réels s'effondraient. En février 1917, la révolution éclata presque par hasard. Des ouvrières de Pétrograd, nouveau nom germanophobe donné à Saint-Pétersbourg, manifestèrent pour réclamer du pain. Les manifestations s'amplifièrent, les grèves se généralisèrent, les soldats de la garnison refusèrent de tirer sur la foule et fraternisèrent avec les manifestants. En quelques jours, le régime tricentenaire des Romanov s'effondra comme un château de cartes. Nicolas II abdiqua,
laissant le pouvoir à un gouvernement provisoire libéral, dirigé d'abord par le prince Lvov, puis par Alexandre Kerensky. Simultanément, des soviets d'ouvriers, de soldats et de paysans se reconstituèrent, créant une situation de double pouvoir. Le gouvernement provisoire voulait continuer la guerre jusqu'à la victoire, maintenir les structures capitalistes, attendre une assemblée constituante pour décider de l'avenir du pays. Les soviets, influencés par les socialistes révolutionnaires et les mencheviks, soutenaient mollement le gouvernement tout en réclamant la paix, la terre aux paysans, le contrôle ouvrier des usines. Staline revint d'exil en mars 1917 et rejoignit Pétrograd où il prit la direction du journal bolchevique Pravda. Sa ligne initiale était relativement modérée, soutien critique au gouvernement provisoire, ce qui irrita Lénine resté en Suisse. En avril, les Allemands facilitèrent le retour de Lénine en Russie via le célèbre wagon plombé, espérant que ce révolutionnaire déstabiliserait davantage l'effort de guerre russe. Lénine débarqua à la gare de Finlande avec ses thèses d'avril. Programme radical réclamant tout le pouvoir aux soviets, la paix immédiate, la terre aux paysans, le contrôle ouvrier de la production. Il traita les bolcheviks modérés de crétins parlementaires et imposa sa ligne maximaliste. Staline se rallia sans état d'âme, comprenant que Lénine avait raison sur le plan tactique. Les masses ne voulaient plus de la guerre. Les paysans en uniforme désertaient par milliers pour retourner dans leurs villages, participer au partage des terres seigneuriales. Les ouvriers occupaient les usines et chassaient les contremaîtres. Le gouvernement provisoire, prisonnier de ses alliances avec les puissances occidentales et de ses scrupules démocratiques, devenait chaque jour plus impopulaire. En juillet 1917, une tentative insurrectionnelle prématurée échoua à Pétrograd. Le gouvernement lança une répression contre les bolcheviks. Lénine dut se cacher, se réfugier en Finlande. Trotsky, qui venait de rallier les bolcheviks, fut arrêté. Staline resta à Pétrograd, dirigeant le parti dans la semi-clandestinité. En septembre, le général Kornilov tenta un coup d'État militaire pour restaurer l'ordre et poursuivre la guerre. Kerensky, affolé, dut demander l'aide des bolcheviks pour armer les ouvriers et défendre Pétrograd. Les Gardes rouges, milices ouvrières bolcheviques, stoppèrent l'avancée de Kornilov en désorganisant ses troupes par la propagande. Les soldats, lassés de la guerre et des officiers aristocrates, refusèrent de marcher sur la capitale. Le coup d'État échoua, mais la crédibilité du gouvernement provisoire était définitivement ruinée. Les bolcheviks sortirent renforcés, auréolés d'avoir sauvé la révolution. Les soviets de Pétrograd et Moscou passèrent sous contrôle bolchevique. Lénine, depuis sa cachette, commença à pousser pour l'insurrection armée. Le 25 octobre 1917, selon le calendrier julien alors en vigueur en Russie, soit le 7 novembre dans le calendrier grégorien, les bolcheviks lancèrent l'assaut contre le palais d'hiver où siégeait le gouvernement provisoire. L'opération, organisée par Trotsky et le comité militaire révolutionnaire du Soviet de Pétrograd, fut presque une opération de police. Quelques coups de feu, pas de combat de rue, pas de barricades, pas de massacre. Les gardes rouges et les marins de Kronstadt occupèrent les points stratégiques, gares, ponts, centrales téléphoniques, banques. Le croiseur Aurore tira quelques obus à blanc sur le palais d'hiver. Les ministres furent arrêtés, Kerensky s'enfuit déguisé. Le soir même, Lénine annonça aux soviets que le pouvoir était passé aux mains des travailleurs. Le deuxième congrès pan-russe des soviets, réuni au palais Smolny, ratifia le coup de force bolchevique malgré les protestations des mencheviks et des socialistes révolutionnaires qui quittèrent la salle. Les bolcheviks formèrent un gouvernement appelé Conseil des commissaires du peuple, présidé par Lénine.
Trotsky devint commissaire aux affaires étrangères, Staline commissaire aux nationalités. Staline n'avait joué qu'un rôle secondaire dans l'insurrection d'octobre. Il n'avait pas l'aura de Lénine, théoricien génial et orateur enflammé. Il n'avait pas le charisme de Trotsky, organisateur de la victoire militaire. Il ne brillait pas dans les débats intellectuels qui passionnaient les autres dirigeants bolcheviques, presque tous issus de la bourgeoisie intellectuelle, polyglotte, cultivée, rompue aux joutes théoriques. Staline était un praticien, un organisateur, un bureaucrate patient et méthodique. Il parlait russe avec un fort accent géorgien qui le rendait parfois difficile à comprendre. Il écrivait dans un style lourd, sans élégance. Mais il possédait des qualités que les autres sous-estimaient. Une mémoire prodigieuse des personnes et de leurs faiblesses, une capacité de travail illimitée, une absence totale de scrupules moraux, une volonté de faire et une patience de chasseur capable d'attendre des années le moment de frapper. Le nouveau régime bolchevique fit immédiatement face à des défis écrasants. La paix promise fut obtenue au prix du traité de Brest-Litovsk en mars 1918, traité humiliant par lequel la Russie soviétique cédait à l'Allemagne la Pologne, les pays baltes, l'Ukraine, la Finlande, amputant le territoire russe d'un tiers, de sa population industrielle et de ses terres les plus fertiles. Lénine imposa cette paix contre l'avis de nombreux bolcheviks qui jugeaient ces concessions intolérables. Mais Lénine savait que sans paix, le nouveau régime ne survivrait pas. Il espérait aussi que la révolution allemande éclaterait bientôt, rendant caduques les frontières tracées à Brest-Litovsk. Cette révolution allemande n'eut jamais lieu, ou plutôt échoua, laissant la Russie soviétique isolée dans un monde hostile. Puis vint la guerre civile, conflit dévastateur qui dura de 1918 à 1921 et fit des millions de morts. Les Blancs, coalition hétéroclite d'officiers tsaristes, de libéraux, de socialistes modérés, de nationalistes des minorités ethniques, soutenus par les puissances occidentales, combattirent les rouges bolcheviques pour le contrôle du pays. Des armées étrangères, britanniques, françaises, américaines, japonaises, intervinrent en Russie, occupant Mourmansk, Arkhangelsk, Vladivostok, la Sibérie, le Caucase. Les paysans, pris entre les réquisitions rouges et blanches, formaient parfois des armées vertes qui combattaient les deux camps. Des chefs de guerre, comme Makhno en Ukraine, contrôlaient des régions entières, imposant leurs lois. Le pays sombrait dans le chaos, la famine, les épidémies de typhus et de choléra. Les villes se vidaient, les citadins retournaient dans les campagnes chercher de quoi manger. L'économie s'effondrait, les usines fermaient faute de matières premières, les trains ne roulaient plus, la monnaie ne valait plus rien. Pendant cette guerre civile, Staline reçut plusieurs missions importantes. Il fut envoyé à Tsaritsyn, futur Stalingrad, pour organiser les approvisionnements de céréales et défendre la ville contre les Blancs. Il y mena une politique de terreur contre les spécialistes militaires, anciens officiers tsaristes que Trotsky utilisait pour encadrer l'armée rouge. Staline les fusilla massivement, créant un premier conflit sérieux avec Trotsky, commissaire à la guerre et créateur de l'armée rouge. Il se rendit ensuite sur d'autres fronts, à Petrograd menacé par l'armée blanche de Yudenitch, en Ukraine, partout où Lénine avait besoin d'un homme capable d'imposer la discipline par la terreur et d'obtenir des résultats par tous les moyens. Staline se forgea ainsi une réputation d'efficacité impitoyable, de responsable politique qui n'hésitait pas à passer outre les ordres, à improviser, à fusiller les incompétents ou les suspects, mais qui finalement tenait les positions ou ramenait le ravitaillement. La victoire rouge, en 1920, ne fut pas le résultat d'une supériorité militaire écrasante, mais de l'incapacité des Blancs à s'unir, à proposer un programme politique crédible, à gagner le soutien des masses paysannes. Les Blancs défendaient un retour à l'ancien régime, ou une Russie libérale que personne ne voulait vraiment. Leur brutalité envers les populations, leurs pogroms antisémites, leur refus d'accorder l'autonomie aux nationalités,
Tout cela les rendit aussi impopulaires que les Rouges. Les bolcheviks, malgré leur terreur, proposaient la terre aux paysans, l'égalité sociale, la fin des privilèges aristocratiques. Ils contrôlaient aussi le cœur industriel du pays, Moscou et Pétrograd, et les voies ferrées permettant de déplacer rapidement les troupes. Surtout, ils avaient Trotsky, organisateur militaire génial qui créa de rien une armée de plusieurs millions d'hommes, disciplinés, fanatisés, capables de se battre malgré le froid, la faim, le manque de munitions. Mais la victoire laissa le pays exsangue. Des millions de personnes étaient mortes de faim, de maladie, de violence. La production industrielle s'était effondrée à 10% de son niveau d'avant-guerre. Les campagnes étaient dévastées, le cheptel décimé. Les villes ressemblaient à des cimetières, les bâtiments délabrés, les rues désertes, les usines silencieuses. Le régime bolchevique survit grâce à la Tchéka, police politique créée dès décembre 1917 pour écraser la contre-révolution. Dirigée par Dzerzhinsky, aristocrate polonais devenu révolutionnaire fanatique, la Tchéka arrêtait, torturait, fusillait sans jugement des dizaines de milliers de suspects, otages, opposants réels ou imaginaires. La terreur rouge répondait à la terreur blanche dans une spirale de violence qui déshumanisa les deux camps. En 1921, face à l'effondrement économique et à la révolte des marins de Kronstadt, bastion bolchevique qui réclamait des élections libres aux soviets et la fin de la dictature du parti, Lénine dut opérer un tournant tactique. Il lança la nouvelle politique économique, la NEP, qui autorisait un retour partiel au marché, à la propriété privée dans le commerce et la petite industrie, au capitalisme surveillé. Les paysans purent vendre leur surplus, des boutiques privées rouvrirent, les artisans retrouvèrent le droit de travailler pour leur compte. L'économie repartit lentement. Mais cette concession au capitalisme provoqua des débats violents au sein du parti. Les bolcheviks avaient fait la révolution pour abolir la propriété privée et le marché, non pour les restaurer. Beaucoup y voyaient une trahison, un abandon des principes. Lénine justifia la NEP comme un recul temporaire, une retraite stratégique pour reconstituer les forces avant la nouvelle offensive vers le socialisme. Staline, pragmatique, soutint la NEP sans état d'âme. En avril 1922, lors du 11e congrès du parti, Staline fut élu secrétaire général du comité central, poste nouvellement créé et considéré comme subalterne, bureaucratique, sans gloire. Les autres dirigeants, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Boukharine, se consacraient aux grandes questions théoriques, à la politique étrangère, à la stratégie révolutionnaire mondiale. Ils laissèrent à Staline les tâches ingrates, gestion de l'appareil, nomination des cadres, résolution des conflits locaux, traitement du courrier. Staline s'installa dans ce rôle modeste avec une satisfaction dissimulée. Il comprenait que celui qui contrôle l'appareil, qui nomme les secrétaires régionaux, qui résout les problèmes pratiques, qui distribue les postes et les privilèges, celui-là détient le pouvoir réel. Patiemment, méthodiquement, il plaça ses hommes à tous les niveaux de la hiérarchie, créa des réseaux de loyauté personnelle, accumula des dossiers sur les faiblesses et les erreurs de chacun. En mai 1922, Lénine subit une première attaque cérébrale. Il se remit partiellement, mais resta diminué, incapable de travailler au même rythme qu'avant. En décembre, une deuxième attaque le paralysa partiellement. Il dicta alors son testament politique, série de notes dans lesquelles il évaluait les principaux dirigeants du parti. Sur Staline, il écrivit que le secrétaire général était devenu trop puissant et qu'il fallait trouver le moyen de le déplacer, car il était trop brutal et cette brutalité, tolérable entre camarades communistes, devenait intolérable dans la fonction de secrétaire général. Lénine recommandait de le remplacer par quelqu'un de plus patient, plus loyal, plus attentif aux camarades. Ce testament,
s'y révéler, aurait pu détruire la carrière de Staline. Mais Lénine mourut le 21 janvier 1924 sans avoir pu imposer cette recommandation. La veuve de Lénine, Nadejda Krupskaya, tenta de faire lire le testament au congrès du parti, mais Staline, avec l'aide de Zinoviev et Kamenev, qui craignaient Trotsky plus que Staline, réussit à étouffer l'affaire. Le testament fut lu en comité restreint, puis enterré. La mort de Lénine déclencha une lutte féroce pour sa succession. Trotsky apparaissait comme le successeur naturel, héros de la guerre civile, théoricien brillant, orateur magnétique. Mais Trotsky était arrogant, méprisant envers les cadres moyens du parti, incapable de manœuvres politiques subtiles, convaincu que son génie et ses mérites suffiraient. Zinoviev et Kamenev, dirigeants respectivement de Pétrograd et Moscou, membres du triumvirat informel avec Staline, craignaient la dictature personnelle de Trotsky. Ils s'allièrent à Staline contre lui. Ensemble, ils marginalisèrent progressivement Trotsky, le coupèrent des leviers de pouvoir, organisèrent des campagnes de dénigrement, l'accusèrent de sous-estimer le rôle du parti, de vouloir imposer une discipline militaire à la vie politique, de théories déviantes comme la révolution permanente, qui, selon eux, niait la possibilité de construire le socialisme en Russie seule. Staline, lui, développa la théorie du socialisme dans un seul pays, affirmant qu'il était possible de construire une société socialiste complète en Union soviétique sans attendre la révolution mondiale. Cette théorie rassurait les militants bolcheviques épuisés par des années de guerre, déçus par l'échec des révolutions en Allemagne, en Hongrie, en Italie. Elle donnait un sens à leur sacrifice, légitimait la consolidation du pouvoir soviétique, permettait de se concentrer sur la construction interne plutôt que sur l'aventurisme révolutionnaire international. Trotsky dénonça cette théorie comme une trahison de l'internationalisme marxiste, un nationalisme déguisé, une capitulation devant la bourgeoisie mondiale. Mais ces arguments théoriques, aussi brillants fussent-ils, ne pesaient pas lourd face à la fatigue des masses et à la machine organisationnelle que Staline avait construite. En 1925, lors du 14e congrès du parti, Zinoviev et Kamenev réalisèrent trop tard que Staline était devenu plus dangereux que Trotsky. Ils tentèrent de former une nouvelle opposition, s'alliant même avec Trotsky qu'ils avaient combattu auparavant. Mais Staline contrôlait désormais l'appareil, les votes au Congrès, les médias du parti. L'opposition fut écrasée, accusée de fractionnisme, de violation de la discipline du parti, de menaces contre l'unité bolchevique. Zinoviev perdit la direction de Léningrad, nouveau nom de Pétrograd rebaptisé après la mort de Lénine. Kamenev fut marginalisé. Trotsky fut exclu du Politburo en 1926, expulsé du parti en 1927, exilé à Alma-Ata au Kazakhstan, puis expulsé d'Union soviétique en 1929. Restait l'aile droite du parti, incarnée par Boukharine, Rykov et Tomsky, partisans de la continuation de la NEP, d'une industrialisation progressive financée par l'accumulation capitaliste contrôlée, d'un développement économique équilibré respectant l'alliance avec la paysannerie. Staline s'était appuyé sur eux pour écraser Trotsky et l'opposition de gauche. Puis, en 1928-1929, il se retourna brutalement contre eux, adoptant un programme encore plus radical que celui que Trotsky avait défendu. Il lança la collectivisation forcée de l'agriculture et l'industrialisation à marche forcée, double révolution qui allait transformer l'Union soviétique et faire des millions de victimes. La collectivisation visait à éliminer les koulaks, paysans riches ou moyens accusés d'exploiter les pauvres et de saboter le ravitaillement des villes en cachant leurs grains. En réalité, beaucoup de soi-disant koulaks étaient simplement des paysans un peu plus aisés que leurs voisins, possédant peut-être une vache de plus,
quelques hectares supplémentaires, une charrue métallique. Staline décida de les liquider en tant que classe. Des brigades d'activistes du parti, d'ouvriers, de paysans pauvres furent envoyées dans les campagnes pour confisquer les terres, le bétail, les outils, les réserves de grains et forcer les paysans à entrer dans les kolkhozes, fermes collectives où tout serait mis en commun. La résistance fut massive. Les paysans abattirent leur bétail plutôt que de le livrer, incendièrent leurs récoltes, attaquèrent les collectivisateurs. La répression fut implacable. Des millions de koulaks furent déportés vers la Sibérie, le Kazakhstan, les régions arctiques, dans des conditions telles que des centaines de milliers moururent en route ou dans les camps de travail. La collectivisation désorganisa totalement l'agriculture soviétique. Le cheptel fut décimé. Les paysans, privés de toute motivation à produire puisque tout appartenait aux kolkhozes et que les quotas de livraison à l'État étaient draconiens, ne travaillaient plus qu'au minimum. La famine s'installa, particulièrement terrible en Ukraine en 1932-1933, catastrophe connue sous le nom d'Holodomor. Des millions de personnes moururent de faim pendant que l'État continuait à réquisitionner les grains pour les exporter afin de financer l'industrialisation. Les villages se vidaient, les cadavres s'accumulaient dans les rues, les cas de cannibalisme se multipliaient. Le régime nia la famine, interdit aux journalistes étrangers de visiter les régions affamées, poursuivit implacablement la collectivisation. Staline refusa toute aide internationale, considérant que reconnaître la famine serait admettre l'échec de sa politique. Parallèlement, Staline lança le premier plan quinquennal en 1928, programme d'industrialisation forcenée visant à transformer l'Union soviétique en une puissance industrielle capable de rivaliser avec l'Occident. Des usines géantes surgirent de terre en quelques mois, construites souvent par des déportés dans des conditions épouvantables. Le combinat métallurgique de Magnitogorsk, les barrages du Dniepr, les usines automobiles et de tracteurs, les complexes chimiques, les mines de charbon, tout fut édifié à un rythme insensé, sans considération pour la sécurité, la qualité, les coûts humains. Des millions d'ouvriers, souvent d'anciens paysans jetés dans les villes par la collectivisation, apprenaient sur le tas des métiers industriels, vivaient dans des baraquements surpeuplés, travaillaient 12 heures par jour, mangeaient une nourriture insuffisante. Les accidents étaient innombrables, les maladies professionnelles endémiques. Mais les chiffres de production explosaient, du moins sur le papier. Les directeurs d'usines, terrorisés par les menaces de sabotage et de trahison, falsifiaient les statistiques, gonflaient les résultats, camouflaient les défauts. L'économie soviétique devenait une économie de mensonges, où personne ne connaissait vraiment la réalité de la production. Cette double révolution, collectivisation et industrialisation, constitua le socle du stalinisme. Elle détruisit les derniers vestiges de la NEP, élimina toute propriété privée significative, créa une économie entièrement étatisée, planifiée depuis Moscou par des bureaucrates qui décidaient de tout, des quantités de tracteurs à produire au prix du pain. Elle soumit totalement la société à l'État, éliminant toute autonomie des groupes sociaux, des syndicats, des coopératives, des associations culturelles. Elle imposa un rythme de vie frénétique, une mobilisation permanente pour réaliser des plans toujours plus ambitieux, une culture du sacrifice et de l'héroïsme ouvrier, où les stakhanovistes, travailleurs surhumains qui dépassaient les normes de production de plusieurs centaines de pourcents, étaient célébrés comme des modèles à imiter. Au début des années 30, Staline était devenu le maître absolu de l'Union soviétique. Les oppositions de gauche et de droite avaient été écrasées. Trotsky vivait en exil, condamné à errer de pays en pays, poursuivi par les agents soviétiques. Zinoviev, Kamenev, Boukharine, Rykov avaient fait leur autocritique, reconnu leurs erreurs, étaient réintégrés dans des postes subalternes. Le culte de la personnalité de Staline commençait à se développer. Les journaux, les livres, les affiches, les films le présentaient comme le génial continuateur de Lénine, le père des peuples, le guide infaillible,
le stratège de génie. Son portrait ornait tous les lieux publics, son nom était scandé dans les manifestations, ses écrits théoriques, médiocres en réalité, étaient étudiés comme des textes sacrés. Des villes furent rebaptisées en son honneur. Stalingrad, Stalinsk, Stalinogorsk. Des montagnes, des usines, des kolkhozes portaient son nom. Mais Staline ne se sentait pas en sécurité. Il voyait des ennemis partout, des complots imaginaires, des saboteurs, des espions à la solde des puissances étrangères. Sa paranoïa, peut-être alimentée par la culpabilité des millions de morts dont il était responsable, ne cessait de croître. En décembre 1934, Sergueï Kirov, chef du parti à Leningrad, populaire auprès des militants, potentiel rival, fut assassiné dans son bureau par un jeune communiste dont les motivations demeurent obscures. De nombreux historiens pensent que Staline ordonna cet assassinat, ou, à tout le moins, le laissa se produire. Staline utilisa en tout cas la mort de Kirov comme prétexte pour déclencher la Grande Terreur, purge massive qui allait dévorer le parti, l'armée, l'intelligentsia, la société tout entière. Entre 1936 et 1938, des centaines de milliers de personnes furent arrêtées, torturées, exécutées ou envoyées au goulag, réseau de camps de travail qui s'étendait de la Sibérie à l'Arctique, du Kazakhstan à la mer Blanche. Des procès spectaculaires, les fameux procès de Moscou, furent organisés pour juger publiquement les anciens dirigeants bolcheviques accusés de trahison, de sabotage, d'espionnage pour des puissances étrangères. Zinoviev, Kamenev, Boukharine, Rykov, des dizaines d'autres vieux bolcheviks ayant fait la révolution aux côtés de Lénine furent contraints, par la torture et le chantage sur leurs familles, à avouer des crimes fantastiques qu'ils n'avaient jamais commis. Ils avouèrent avoir comploté avec Trotsky, avec les nazis, avec les Japonais, pour assassiner Staline, renverser le régime soviétique, restaurer le capitalisme. Ces procès, retransmis par la presse mondiale, stupéfièrent l'opinion. Comment ces héros de la Révolution pouvaient-ils être des traîtres ? Les aveux, formulés d'une voix morne par des hommes brisés, semblaient confirmer les accusations. Puis, les condamnés furent fusillés en secret quelques heures après le verdict. Mais les procès publics n'étaient que la partie visible de la terreur. Dans l'ombre, des millions de gens ordinaires furent broyés. Des quotas d'arrestation furent fixés pour chaque région. Les responsables locaux du NKVD, police politique ayant succédé à la Tchéka, devaient atteindre ces quotas sous peine d'être eux-mêmes arrêtés pour manque de vigilance. Les dénonciations se multipliaient. Dénoncer son voisin, son collègue, son chef, permettait de prouver sa loyauté au régime, de régler des comptes personnels, de prendre la place ou l'appartement de la victime. La suspicion gangrenait toutes les relations sociales. Chacun craignait d'être dénoncé, arrêté en pleine nuit par des hommes en imperméable de cuir qui débarquaient sans prévenir, fouillaient l'appartement, emmenaient le suspect vers une destination inconnue. Les familles des arrestés étaient souvent déportées à leur tour. Les enfants étaient placés dans des orphelinats où on leur apprenait à renier leurs parents ennemis du peuple. L'armée rouge ne fut pas épargnée. Staline, craignant un coup d'État militaire, décapita son armée. Le maréchal Toukhatchevski, héros de la guerre civile, théoricien militaire de talent, fut accusé d'espionnage pour l'Allemagne, jugé à huis clos et fusillé en juin 1937. 3 des 5 maréchaux soviétiques, 14 des 16 commandants d'armée, 60 des 67 commandants de corps d'armée, 136 des 199 commandants de division, la quasi-totalité des amiraux, des généraux de l'aviation furent arrêtés et pour la plupart exécutés. 35 000 officiers, environ la moitié du corps des officiers, disparurent dans la tourmente. L'armée rouge, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, se retrouva dirigée par des officiers inexpérimentés,
promu précipitamment, terrorisé à l'idée de prendre des initiatives qui pourraient être interprétées comme du sabotage. Pourquoi cette terreur insensée qui frappa même les plus fidèles partisans du régime? Plusieurs explications se complètent. Staline voulait éliminer toute possibilité d'opposition, même potentielle, même imaginaire. Il voulait briser les solidarités de l'ancienne génération bolchevique qui avait connu la révolution et pouvait se souvenir d'une époque où Staline n'était qu'un cadre moyen. Il voulait créer une nouvelle élite entièrement dépendante de lui, sans passé révolutionnaire autonome, sans légitimité propre. Il voulait aussi, peut-être, terroriser la société au point qu'elle accepte passivement n'importe quelle décision du pouvoir. La terreur créait une atomisation sociale, chacun se repliant sur lui-même, n'osant plus faire confiance à personne, pas même à sa propre famille. Cette atomisation rendait toute résistance collective impossible. La terreur frappa tous les groupes sociaux. Les intellectuels, écrivains, artistes, savants furent particulièrement visés. Le poète Ossip Mandelstam mourut dans un camp de transit en 1938. Le dramaturge Vsevolod Meyerhold fut torturé et fusillé. Des centaines d'écrivains, de peintres, de musiciens disparurent. Les survivants apprirent à pratiquer l'autocensure, à ne jamais exprimer une pensée qui pourrait être interprétée comme subversive, à célébrer le régime dans leurs œuvres sous peine de mort. La culture soviétique, qui avait connu une période de créativité extraordinaire dans les années 20 avec l'avant-garde russe, le constructivisme, le futurisme, s'asphyxia sous la chape de plomb du réalisme socialiste, doctrine esthétique imposée qui exigeait des œuvres optimistes, compréhensibles par les masses, célébrant le régime, ses dirigeants, ses réalisations. En 1938, la Grande Terreur ralentit, puis cessa. Ejov, chef du NKVD qui avait dirigé les purges, fut lui-même arrêté et exécuté, accusé d'avoir organisé des répressions excessives pour discréditer le régime. Il fut remplacé par Beria, géorgien comme Staline, personnage sinistre qui allait diriger la police politique jusqu'à la mort de Staline. Des dizaines de milliers de prisonniers furent libérés, certains réhabilités. Mais des centaines de milliers restèrent au goulag, où ils constituaient une main-d'œuvre esclave utilisée pour les grands chantiers, extraction d'or en Colima, construction de canaux, exploitation forestière, mines de charbon. Les conditions de détention étaient effroyables. Les détenus travaillaient 12 à 14 heures par jour dans le froid arctique, mal nourris, mal vêtus, logeant dans des baraquements non chauffés. La mortalité était énorme, particulièrement en hiver. Certains camps perdaient 30 à 40% de leurs effectifs chaque année. Pendant que l'Union soviétique s'auto-dévorait, la situation internationale se dégradait rapidement. Hitler était arrivé au pouvoir en Allemagne en janvier 1933, établissant une dictature nazie ouvertement anticommuniste et antisémite. Mussolini consolidait son régime fasciste en Italie. Le Japon militariste envahissait la Mandchourie puis la Chine. L'Espagne républicaine était déchirée par une guerre civile opposant les nationalistes du général Franco, soutenus par Hitler et Mussolini, aux républicains soutenus mollement par l'Union soviétique et les volontaires des brigades internationales. Les démocraties occidentales, France et Royaume-Uni, pratiquaient une politique d'apaisement envers Hitler, espérant canaliser l'expansionnisme nazi vers l'Est contre l'Union soviétique. Staline observait cette montée des périls avec inquiétude. Il savait que l'Union soviétique, affaiblie par les purges, n'était pas prête pour une guerre contre l'Allemagne. Il chercha à gagner du temps, tenta de former une alliance défensive avec les démocraties occidentales contre Hitler. Mais les négociations traînèrent, les Occidentaux n'avaient aucune confiance dans Staline, et Staline ne faisait pas davantage confiance à des puissances capitalistes qui avaient soutenu les Blancs pendant la guerre civile. En septembre 1938, les accords de Munich, signés par la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie sans consulter l'Union soviétique, livrèrent la Tchécoslovaquie à Hitler.
Staline comprit que les Occidentaux n'hésiteraient pas à sacrifier l'Union soviétique de la même manière. Dans un renversement spectaculaire, le 23 août 1939, l'Union soviétique et l'Allemagne nazie signèrent un pacte de non-agression, le pacte Molotov-Ribbentrop, qui stupéfia le monde. Les deux régimes idéologiquement antagonistes devenaient alliés. Un protocole secret partageait l'Europe orientale en zone d'influence. La Pologne serait partagée entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Les pays baltes, la Finlande, la Bessarabie roumaine reviendraient à l'Union soviétique. Staline pensait avoir évité la guerre, ou du moins l'avoir reportée. Il pensait aussi que les Allemands et les Occidentaux s'épuiseraient dans une longue guerre de tranchées comme en 14-18, et que l'Union soviétique pourrait alors intervenir pour ramasser les morceaux et étendre la révolution. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Le 17 septembre, conformément au pacte secret, l'armée rouge envahit la Pologne orientale. En quelques semaines, la Pologne cessa d'exister, partagée entre les deux prédateurs. Puis Staline entreprit de sécuriser ses frontières occidentales. Il exigea des pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, l'installation de bases militaires soviétiques sur leur territoire. Incapables de résister, ils acceptèrent. En juin 1940, profitant de l'effondrement de la France sous les coups de la Wehrmacht, Staline annexa purement et simplement les 3 pays baltes qui devinrent des républiques soviétiques. Il contraignit la Roumanie à céder la Bessarabie et la Bucovine du Nord. Restait la Finlande. Staline exigea des Finlandais qu'ils cèdent des territoires près de Leningrad pour éloigner la frontière de cette ville stratégique. Les Finlandais refusèrent. Le 30 novembre 1939, l'armée rouge attaqua la Finlande. La guerre d'hiver qui suivit fut une humiliation pour l'Union soviétique. Malgré leur écrasante supériorité numérique et matérielle, les Soviétiques se heurtèrent à une résistance acharnée. Les soldats finlandais, excellents skieurs, connaissant parfaitement leur terrain, équipés pour le froid arctique, infligèrent de lourdes pertes aux assaillants. Les divisions soviétiques, mal commandées par des officiers inexpérimentés promus après les purges, mal équipés pour combattre par moins 40 degrés, se firent massacrer. Des divisions entières furent encerclées et anéanties. Finalement, en mars 1940, grâce à un écrasant avantage numérique et à l'épuisement finlandais, l'armée rouge l'emporta. Mais la victoire coûta des centaines de milliers de morts soviétiques contre quelques dizaines de milliers de morts finlandais. Le monde entier put mesurer la faiblesse de l'armée rouge, décapitée par les purges. Hitler en tira des conclusions qui allaient être lourdes de conséquences. En juin 1940, la France s'effondra en 6 semaines sous les coups de la Wehrmacht. Hitler dominait désormais l'Europe continentale. Seul le Royaume-Uni résistait encore. Staline continua à approvisionner l'Allemagne en matières premières, pétrole, céréales, minerais, respectant scrupuleusement les termes du pacte commercial qui accompagnait le pacte de non-agression. Il refusa de croire les nombreux avertissements qui lui parvenaient, indiquant qu'Hitler préparait une attaque contre l'Union soviétique. Ses propres services de renseignement, des espions en Allemagne, même Churchill lui faisait savoir que l'invasion était imminente. Staline pensait que c'était de la désinformation britannique pour provoquer une guerre germano-soviétique dont le Royaume-Uni serait le bénéficiaire. Il ne voulait pas donner à Hitler un prétexte pour attaquer en renforçant trop visiblement les défenses frontalières. Cette erreur d'appréciation stratégique allait coûter très cher. Le 22 juin 1941, à l'aube, sans déclaration de guerre, 3 millions de soldats allemands, appuyés par des milliers de chars et d'avions, franchirent la frontière soviétique sur un front de près de 3000 km. L'opération Barbarossa, la plus grande invasion terrestre de l'histoire, commençait. Les premières heures furent catastrophiques pour l'armée rouge.
Des milliers d'avions furent détruits au sol avant même d'avoir décollé. Les colonnes blindées allemandes enfoncèrent les défenses soviétiques, encerclèrent des armées entières. Les communications furent coupées, le commandement paralysé. Staline, informé de l'attaque, refusa d'y croire pendant plusieurs heures. Puis il sombra dans une prostration qui dura plusieurs jours, incapable de donner des ordres cohérents, effondré psychologiquement. Quand il reprit ses esprits, la situation était désespérée. Des centaines de milliers de soldats soviétiques étaient encerclés. Minsk tomba, puis Smolensk. Les Allemands fonçaient vers Moscou, Leningrad, Kiev. Staline ordonna la résistance jusqu'à la mort, interdit toute retraite, fit fusiller les généraux qui abandonnaient leur position. Il fit déplacer vers l'Est, au-delà de l'Oural, des centaines d'usines entières, machines, ouvriers, matières premières, dans une opération de repli industriel gigantesque qui sauva le potentiel de guerre soviétique. Des millions de civils furent évacués. Ceux qui restaient furent mobilisés pour construire des défenses, creuser des tranchées, fabriquer des cocktails Molotov. Staline imposa la politique de la terre brûlée, détruisant tout ce qui pourrait servir à l'ennemi: usines, récoltes, ponts, voies ferrées. En septembre 1941, Leningrad était encerclé. Commença alors le siège le plus terrible de l'histoire moderne, qui allait durer 900 jours. Plus d'1 million de civils moururent de faim, de froid, de bombardements. Les habitants mangeaient les chiens, les chats, les rats, le cuir des chaussures, la colle des papiers peints. Des cas de cannibalisme furent recensés. Mais la ville ne se rendit pas. Staline ordonna que Leningrad tienne coûte que coûte, symbole de la résistance soviétique. En octobre, les Allemands arrivèrent aux portes de Moscou. Le gouvernement fut évacué vers Kouïbychev sur la Volga. Staline resta à Moscou, décision qui galvanisa la résistance. Le 7 novembre, jour anniversaire de la Révolution d'octobre, il passa en revue les troupes sur la place rouge sous la neige, alors que les Allemands étaient à quelques dizaines de kilomètres. Les soldats défilant partaient directement au front. La contre-offensive soviétique débuta début décembre 1941. Des divisions sibériennes, fraîches, équipées pour le froid, commandées par Zhukov, repoussèrent les Allemands loin de Moscou. C'était la première défaite de la Wehrmacht. Hitler comprit qu'il ne gagnerait pas la guerre rapidement. L'hiver 1941-42 fut terrible. Les soldats allemands, non équipés pour le froid russe, gelèrent dans leurs uniformes d'été. Le froid bloqua les chars, les camions, les armes. Les soviétiques reprirent du terrain, libérèrent des centaines de villages. Mais l'armée rouge était encore trop faible pour l'emporter décisivement. En été 1942, Hitler lança une nouvelle offensive vers le sud, visant les champs pétrolifères du Caucase et coupant la Volga à Stalingrad. La bataille de Stalingrad, qui débuta en août 1942, devint le symbole de la résistance soviétique. Les combats firent rage pour chaque rue, chaque immeuble, chaque étage. L'aviation allemande rasa la ville. Les soldats soviétiques se battaient dans les ruines, l'espérance de vie d'un soldat fraîchement arrivé se mesurant en heures. Staline donna l'ordre célèbre « Pas un pas en arrière », ordonnant de fusiller quiconque reculerait. Des détachements spéciaux, placés derrière les lignes, avaient pour mission de tirer sur les soldats qui reculaient. En novembre, les Soviétiques lancèrent une contre-offensive massive, encerclant la 6e armée allemande du général Paulus. Hitler interdit toute retraite. Les Allemands encerclés résistèrent jusqu'en février 1943 dans des conditions épouvantables, affamés, gelés, sans munitions. Finalement, Paulus capitula. 300 000 soldats allemands avaient été tués, blessés ou capturés. Stalingrad marqua le tournant de la guerre sur le front de l'Est. Pendant toute la guerre, Staline dirigea l'effort militaire soviétique avec une poigne de fer.
Il présidait le comité de défense de l'État, prenait toutes les décisions stratégiques importantes, surveillait personnellement les opérations, intervenait parfois jusqu'au niveau tactique avec des résultats variables. Ses ordres d'interdiction de retraite causèrent des catastrophes, des armées entières encerclées et détruites. Mais sa détermination inflexible empêcha aussi tout effondrement du moral. Il sut s'entourer de généraux compétents, Joukov, Rokossovski, Koniev, Vassilevski, leur laissant une certaine latitude opérationnelle tout en gardant le contrôle politique absolu. Il réorganisa l'économie de guerre, mobilisant toutes les ressources, atteignant des niveaux de production d'armement qui dépassèrent ceux de l'Allemagne malgré la perte de territoires industriels majeurs. Il obtint une aide massive des alliés occidentaux par le biais du programme Land-Lease, des milliers de camions, de jeeps, d'avions, de tonnes de nourriture, de vêtements, de matières premières qui soutinrent l'effort de guerre soviétique. Sur le plan idéologique, Staline fit un virage pragmatique. Il cessa de présenter la guerre comme une lutte pour le communisme et la mobilisa comme une grande guerre patriotique pour défendre la mère patrie contre les envahisseurs. Il réhabilita l'Église orthodoxe, fermée et persécutée depuis la Révolution, autorisant la réouverture de milliers d'églises, la nomination d'un nouveau patriarche, utilisant le sentiment religieux du peuple pour soutenir l'effort de guerre. Il célébra les héros de l'histoire russe, Alexandre Nevski, Dimitri Donskoï, Souvorov, Koutouzov, présentant la guerre actuelle comme la continuation de la résistance séculaire de la Russie contre les invasions. Cette instrumentalisation du nationalisme russe, du patriotisme, de la religion, fonctionnait. Le peuple soviétique se battit avec un courage et une endurance extraordinaires, non pour Staline et le communisme, mais pour sauver sa terre, ses familles, sa survie. Le prix humain fut effroyable. L'Union soviétique perdit environ 27 millions de personnes pendant la guerre, dont au moins la moitié de civils. Des villes entières furent rasées. Des millions de gens moururent de faim, de froid, sous les bombardements, fusillés par les nazis, travaillés à mort dans les camps de concentration. L'Ukraine, la Biélorussie, la Russie occidentale furent transformées en désert. Les nazis appliquèrent une politique d'extermination systématique des Juifs, des commissaires politiques, des prisonniers de guerre soviétiques considérés comme des sous-hommes. Des millions de prisonniers de guerre soviétiques moururent dans les camps allemands, victimes de la faim, des maladies, des exécutions. Staline, de son côté, n'épargnait pas ses propres soldats. Les prisonniers de guerre qui survivaient et revenaient après la guerre étaient souvent envoyés au goulag, accusés de trahison pour s'être rendus. À partir de 1943, l'armée rouge passa à l'offensive. La bataille de Koursk, en juillet 1943, la plus grande bataille de chars de l'histoire, se solda par une victoire soviétique décisive. L'initiative stratégique passa définitivement du côté soviétique. L'armée rouge avança inexorablement vers l'ouest, libérant l'Ukraine, la Biélorussie, la Pologne, les pays baltes. En janvier 1944, le siège de Leningrad fut levé. En juin, une offensive massive en Biélorussie, l'opération Bagration, détruisit le groupe d'armées centre allemand, ouvrant la route vers l'Allemagne. En janvier 1945, l'armée rouge franchit la frontière allemande. La progression fut terrible. Les soldats soviétiques, poussés par la soif de vengeance après avoir vu ce que les nazis avaient fait à leur pays, commirent des atrocités massives contre la population civile allemande, viols, pillages, massacres. Staline participa aux conférences alliées qui dessinèrent le monde d'après-guerre. À Téhéran, en novembre 1943, à Yalta, en février 1945, à Potsdam, en juillet 1945, il négocia avec Roosevelt et Churchill, puis avec Truman, le partage de l'Europe, les frontières de la Pologne, le sort de l'Allemagne. Il obtint que l'Europe de l'Est, libérée par l'armée rouge, entre dans la sphère d'influence soviétique. Roosevelt et Churchill, épuisés, craignant une guerre avec l'Union soviétique,
conscients que l'armée rouge était la force militaire dominante en Europe, acceptèrent ce partage. Staline promit des élections libres en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie, promesse qu'il ne tint jamais. Le 2 mai 1945, Berlin tomba. Hitler s'était suicidé dans son bunker. Le 8 mai, l'Allemagne capitula sans condition. La guerre en Europe était terminée. L'Union soviétique était victorieuse, mais exsangue. Des villes en ruine, des campagnes dévastées, 27 millions de morts, une génération entière d'hommes décimés. Mais Staline était au sommet de sa puissance. Il était le vainqueur de Hitler, le libérateur de l'Europe de l'oppression nazie, l'homme qui avait sauvé le monde du fascisme. Son prestige était immense, non seulement en Union soviétique, mais dans le monde entier. Les communistes occidentaux le vénéraient. De nombreux intellectuels, séduits par l'antifascisme soviétique et ignorant ou minimisant les crimes du stalinisme, voyaient en lui un grand homme d'État. Staline profita de la victoire pour étendre l'Empire soviétique. En Europe de l'Est, partout où l'armée rouge était présente, des régimes communistes furent installés par la force ou la manipulation. En Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Allemagne de l'Est, des gouvernements fantoches, contrôlés depuis Moscou, éliminèrent les oppositions démocratiques, nationalisèrent l'économie, imposèrent le modèle soviétique. Le rideau de fer, expression forgée par Churchill, divisait désormais l'Europe en deux blocs antagonistes. La guerre froide commençait. Staline, paranoïaque, voyait dans cette confrontation avec l'Occident capitaliste la confirmation de ses thèses sur l'encerclement hostile de l'Union soviétique. En août 1945, conformément à sa promesse faite à Yalta, l'Union soviétique déclara la guerre au Japon et envahit la Mandchourie. En quelques jours, l'armée japonaise du Kwantung fut écrasée. L'Union soviétique récupéra les territoires perdus lors de la guerre russo-japonaise de 1905, Sakhaline du Sud, les îles Kouriles. La capitulation japonaise, précipitée par les bombes atomiques américaines sur Hiroshima et Nagasaki plus que par l'intervention soviétique, mit fin à la Seconde Guerre mondiale. Staline comprit immédiatement l'importance de l'arme atomique. Il lança un programme nucléaire accéléré, utilisant des savants allemands capturés, des espions infiltrés dans le projet Manhattan américain, forçant les scientifiques soviétiques à travailler jour et nuit. En 1949, l'Union soviétique fit exploser sa première bombe atomique, brisant le monopole américain. L'après-guerre fut une période de reconstruction difficile. L'économie soviétique, malgré les propagandes triomphalistes, était épuisée. Les gens continuaient à vivre dans la pénurie, le rationnement, les logements surpeuplés. Staline lança de nouveaux plans quinquennaux, concentrant les efforts sur l'industrie lourde, l'armement, le nucléaire, négligeant la consommation, l'agriculture, le logement. Il imposa à l'Europe de l'Est le modèle soviétique. Collectivisation agricole, industrialisation forcée, terreur policière. Les purges reprirent en Union soviétique. Les soldats soviétiques qui avaient vu l'Occident pendant la guerre, les prisonniers de guerre libérés, furent souvent déportés au goulag, considérés comme contaminés par l'idéologie bourgeoise. Les minorités nationales, accusées de collaboration avec les nazis, tchétchènes, ingouches, tatars de Crimée, allemands de la Volga, furent déportées en masse vers l'Asie centrale, le Kazakhstan, dans des conditions épouvantables qui firent des dizaines de milliers de morts. En 1948, une nouvelle vague de terreur frappa l'intelligentsia soviétique. La campagne contre le cosmopolitisme visa particulièrement les intellectuels juifs, accusés de manquer de patriotisme soviétique, de servir les intérêts sionistes et américains. Des écrivains, des artistes, des savants juifs furent arrêtés, torturés, fusillés. Le comité antifasciste juif, créé pendant la guerre pour mobiliser le soutien international, fut dissous
ses dirigeants exécutés. Une paranoïa antisémite, déguisée en antisionisme, s'empara de Staline vieillissant. En janvier 1953, il fit arrêter plusieurs médecins du Kremlin, majoritairement juifs, les accusant de comploter pour empoisonner les dirigeants soviétiques. Le complot des blouses blanches, inventé de toutes pièces, laissait présager une nouvelle purge massive. Certains historiens pensent que Staline préparait une déportation en masse des Juifs soviétiques vers la Sibérie ou l'Extrême-Orient. Mais la mort l'arrêta. Le 5 mars 1953, Staline mourut à Moscou après plusieurs jours d'agonie consécutifs à une hémorragie cérébrale. Il avait 74 ans. Les circonstances exactes de sa mort restent troubles. Certains témoignages suggèrent que ses collaborateurs, Beria, Malenkov, Khrouchtchev, retardèrent volontairement les soins médicaux, laissant mourir l'homme qu'ils craignaient, mais dont la paranoïa menaçait désormais leur propre survie. Le pays fut plongé dans un deuil officiel. Des millions de Soviétiques pleurèrent sincèrement, persuadés que le petit père des peuples veillait sur eux, ignorant ou refusant de savoir l'étendue de ses crimes. À Moscou, la foule se pressa pour voir le corps exposé dans la salle des colonnes, puis dans le mausolée de Lénine où il fut embaumé et placé aux côtés du fondateur de l'État soviétique. L'héritage de Staline est un paradoxe vertigineux. D'un côté, il transforma l'Union soviétique d'un pays arriéré, majoritairement agricole, en une superpuissance industrielle et militaire capable de rivaliser avec les États-Unis. Sous sa direction, l'armée rouge vainquit la Wehrmacht, libéra l'Europe du nazisme, sauva l'humanité de la barbarie hitlérienne. L'alphabétisation progressa massivement, l'éducation et la santé se généralisèrent, des millions de paysans accédèrent à l'industrie, à la culture, à la science. L'Union soviétique devint une puissance nucléaire, spatiale, scientifique. D'un autre côté, il fut responsable de la mort de millions de personnes, par la famine organisée, les purges, le goulag, les déportations, la terreur systématique. Il détruisit la vieille génération bolchevique, élimina toute pensée indépendante, imposa un conformisme idéologique étouffant, créa un système totalitaire où l'État contrôlait chaque aspect de la vie humaine, de la naissance à la mort. Comment expliquer que tant de gens aient accepté, voire soutenu, ce système ? La terreur ne suffit pas à tout expliquer. Il y eut aussi l'espoir, la conviction que les sacrifices présents construisaient un avenir radieux, une société sans classe, sans exploitation, sans guerre. Il y eut le sentiment de participer à une grande aventure historique, la construction du premier État socialiste au monde. Il y eut la fierté nationale de voir l'Union soviétique devenir une grande puissance, respectée et crainte. Il y eut l'éducation, la propagande omniprésente qui présentait Staline comme un génie infaillible, un père aimant mais sévère, un guide nécessaire dans un monde hostile. Il y eut aussi l'ignorance, la censure totale qui empêchait les gens de connaître l'ampleur des crimes, les témoignages des victimes étouffées, les statistiques truquées. Après sa mort, ses successeurs tentèrent de se débarrasser de son ombre écrasante. En février 1956, lors du 20e congrès du Parti communiste, Khrouchtchev prononça un rapport secret dénonçant le culte de la personnalité de Staline, révélant certains de ses crimes, notamment les purges des années 30. Ce rapport provoqua un choc dans le monde communiste. Des émeutes éclatèrent en Pologne, une révolution en Hongrie que l'armée rouge écrasa dans le sang. En 1961, le corps de Staline fut retiré du mausolée de Lénine et enterré au pied du mur du Kremlin. Des villes furent débaptisées, Stalingrad redevint Volgograd, des statues furent déboulonnées. Mais la déstalinisation resta limitée, superficielle. Le système qu'il avait créé,
La bureaucratie, la censure, le parti unique, l'économie planifiée, la domination sur l'Europe de l'Est, tout cela survécut jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. La mémoire de Staline demeure profondément clivée. En Russie contemporaine, une partie de la population, notamment parmi les personnes âgées nostalgiques de la puissance soviétique, le considère encore comme un dirigeant efficace qui rendit la Russie forte. Des sondages récents montrent qu'une proportion significative de Russes a une opinion positive ou neutre de Staline, oubliant ou minimisant ses crimes, retenant surtout la victoire de 1945 et l'industrialisation. Le pouvoir russe actuel entretient une mémoire ambiguë, condamnant mollement la terreur tout en célébrant la victoire et la grandeur impériale. Dans les anciens pays satellites, en Pologne, dans les pays baltes, en Ukraine, Staline est perçu comme un oppresseur, un criminel au même titre qu'Hitler, responsable de déportations, de famines, d'occupations brutales. L'histoire de Staline pose des questions qui dépassent l'homme et son époque. Comment des idéaux d'émancipation peuvent-ils engendrer la tyrannie la plus absolue? Pourquoi la volonté de construire un paradis sur Terre produit-elle si souvent des enfers bien réels? Quel rôle joue l'individu dans l'histoire face aux forces structurelles, aux idéologies, aux circonstances? Staline fut-il le produit inévitable du léninisme, du marxisme révolutionnaire, de la tradition autocratique russe? Ou bien aurait-il pu exister une autre voie, moins sanglante, vers la transformation sociale? Ces interrogations n'ont pas de réponse simple. Elles continuent de hanter les historiens, les philosophes, tous ceux qui tentent de comprendre les ressorts du totalitarisme, de la violence politique, du pouvoir absolu. Ce qui reste certain, c'est que l'ombre de Staline s'étend bien au-delà de sa mort. Son système a servi de modèle à d'autres dictatures communistes. Mao en Chine, Pol Pot au Cambodge, Kim Il-sung en Corée du Nord, chacune adaptant les méthodes staliniennes à son contexte national, multipliant les victimes, créant des sociétés fermées, terrorisées, appauvries, au nom d'une utopie dévoyée. La guerre froide, qui structura les relations internationales pendant 45 ans, découla directement de la division de l'Europe à laquelle Staline contribua massivement. Les conflits en Corée, au Vietnam, en Afghanistan, les crises de Berlin, de Cuba, tous ces moments où l'humanité frôla l'apocalypse nucléaire, trouvent leurs racines dans la rivalité entre le monde façonné par Staline et celui façonné par ses adversaires occidentaux. L'histoire de cet homme naît dans la pauvreté d'un village géorgien qui devint le maître d'un sixième des terres émergées et l'un des hommes les plus puissants et les plus craints de l'histoire humaine, est aussi celle de millions d'êtres anonymes broyés par sa volonté de faire. Les paysans ukrainiens morts de faim dans leurs isbas, les vieux bolcheviks fusillés dans les caves de la Loubianka, les zèques épuisés dans les mines de la Kolyma, les soldats jetés dans des assauts suicidaires, les femmes violées par les armées en marche, les enfants orphelins, les familles déchirées, tous forment le prix humain de cette expérience titanesque et monstrueuse. Ils n'ont pas de monuments, pas de noms gravés dans le marbre, pas de portraits dans les musées. Leurs souvenirs s'estompent avec le temps. Mais ils furent réels, aussi réels que l'homme qui décida de leur sort d'un trait de plume sur un ordre d'exécution, d'une signature au bas d'un quota de déportation. En refermant cette histoire, il reste une image troublante. Un vieil homme seul dans sa datcha de Kuntsevo, méfiant même envers ses plus proches collaborateurs, dormant mal, hanté peut-être par les spectres de ses victimes, ou peut-être indifférent, convaincu jusqu'au bout d'avoir servi l'histoire, d'avoir été l'instrument nécessaire d'un progrès inéluctable. Personne ne saura jamais ce qui se passait réellement dans cette tête, quel remords ou quelle absence de remords, quelle solitude absolue ou quel orgueil démesuré. Ce mystère de l'intériorité du tyran demeure entier,
comme demeure entier le mystère de la capacité humaine à infliger la souffrance à une échelle industrielle, bureaucratique, méthodique, tout en se racontant des histoires de justice, d'égalité, de lendemain qui chantent. Le silence se fait sur cette longue nuit de l'histoire. Les archives s'accumulent, les témoignages se raréfient avec la disparition des derniers survivants, les interprétations se multiplient et s'affrontent. Mais les faits demeurent, têtus, irréfutables pour qui veut bien les regarder. Des millions de morts, un système totalitaire qui dura des décennies, un héritage empoisonné qui pèse encore aujourd'hui sur les sociétés qui l'ont subi. Comprendre cette histoire, non pour juger depuis le confort du présent, mais pour saisir les mécanismes qui permirent une telle catastrophe, reste une tâche essentielle. Car les tentations du pouvoir absolu, de l'utopie imposée par la violence, de la désignation d'ennemis intérieurs et extérieurs pour justifier la répression, ces tentations ne sont jamais totalement disparues. Elles peuvent ressurgir sous d'autres formes, dans d'autres contextes, si la vigilance faiblit, si la mémoire s'efface, si la complaisance envers l'autoritarisme l'emporte sur l'exigence démocratique. Avant de partir, peut-être serait-il bon de prendre un instant pour partager cette histoire si elle vous a accompagné jusqu'ici. Un simple geste, un abonnement, un commentaire permet de soutenir ce travail de mémoire et de transmission. Bonne nuit.